11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Vous êtes sorti il y a 5 minutes. Premières impressions. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est plus beau que mes rêves et je vous embrasse vraiment tous très très fort. Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais attention, les défis sont de taille. Les manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6. Story qui déchaîne les passions. La polémique grandit, le CSA n'a pas pris de sanctions, vous avez émis des réserves. Parce que souvent les images qui sont montrées sont parfois caricaturées. Allô? Je sais pas, vous me recevez? So, we looked at this and studied all these, and that's where we want to be. That is where we want to be. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô? Pastille intermédiaire. Voilà, comme celle-ci. On se retrouve sur le plateau de Décideurs TV tout au long de cette journée en direct du colloque NPL Figaro. On va parler d'expérience utilisateur parce que c'est vrai que dans cette transformation numérique, on l'a eu beaucoup, ce son de cloche autour de cette table depuis ce matin. L'utilisateur reprend le pouvoir et donc il est clé de le satisfaire avec une expérience qui soit la plus parfaite possible. Pour parler de ce sujet, Christian Bonbrun de chez Orange, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur divertissement et nouveaux usages d'Orange et à vos côtés, on a Thierry Camas, président de MTV Networks France. Bonjour à tous les deux, bienvenue. L'expérience utilisateur, vous réveillez tous les matins en vous disant « Tiens, qu'est-ce que je vais améliorer dans mon expérience utilisateur ?» Ben oui, on essaye. On ne fait pas que ça chez Orange, on fabrique d'abord les réseaux, ça c'est un peu la base, c'est les réseaux, c'est ce qui permet d'avoir une bonne image, une bonne qualité de contenu. C'est d'ailleurs le fait que les réseaux s'améliorent qui nous permettent d'offrir des expériences nouvelles avec comme l'ultra haute définition ou plus récemment la réalité virtuelle. On a aussi les contenus, et là c'est mon camarade à ma gauche qui nous fournit notamment des contenus de très bonne qualité pour nos clients. Mais c'est vrai que le troisième pilier, et moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est l'expérience. Aujourd'hui, pour naviguer dans tous ces contenus, il faut une expérience incomparable. Et si on devait la résumer, cette expérience, elle consiste en quoi dorénavant? C'est l'expérience où je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux? Non, je ne résumerai pas ça comme ça. Moi, je dirais que c'est d'abord du plaisir, c'est d'abord quelque chose qui est simple, qui est agréable à utiliser. Et puis, c'est un mélange de choix, de choses qu'on propose, de tentations, de petits plaisirs, de petites choses, de petites attentions, et puis de services qui fonctionnent de manière fluide. Et après, derrière, toute la mécanique qui est derrière, on parle évidemment de moteurs de recommandation, de systèmes de facturation simple, de systèmes de guides et programmes améliorés, plein de choses qu'on continue à améliorer au fil de l'eau. Oui, quand on se réveille le matin, on veut avoir quelque chose de cool. On allume MTV. Mais non, MTV, non, est-ce que non, ça... non, mais pour parler vulgairement, on veut quelque chose de cool, qui ne prenne pas la tête. Et donc, c'est vrai que le numérique a démultiplié un champ tout à fait nouveau qui permet de combiner des interfaces de plus en plus fluides avec des contenus embarqués au sein de ces interfaces qui sont de plus en plus liquides. C'est-à-dire qu'on peut les manipuler dans n'importe quel sens. Et c'est vrai que la combinaison des deux, si elle est bien organisée, si elle a un bon design, si elle a une bonne user experience, comme on dit, s'il y a un bon interfaçage avec l'environnement logiciel ou l'environnement de transport qui est celui de l'opérateur, peut permettre de donner à l'utilisateur une expérience à la fois cool
et qui ne prend pas la tête. Alors, j'aimerais justement qu'on parle de l'expérience de MTV, parce que, bon, moi j'ai mon souvenir qui commence à dater, mais MTV dans les années 90. En quoi MTV, l'expérience que moi j'ai vécue quand j'avais une vingtaine d'années, a changé par rapport à celle que vous proposez dorénavant? Aujourd'hui, on est dans une expérience qui n'est plus monocanal, qui n'est plus télévisuelle au sens strict. On est passé de plus en plus d'un environnement, je dirais, monothématique, qui était celui de la musique, à un environnement qui est aujourd'hui celui du divertissement au sens large. Les générations actuelles sont beaucoup plus ouvertes sur le monde du fait du numérique et donc ne sont pas monothématiques. Lorsque nous on était enfants, on était fan d'un artiste en particulier. Aujourd'hui, un 15-24 va être fan de blogueurs, d'artistes, va avoir un point de vue sociétal, moral, politique. Bref, tout ça c'est très largement ouvert, les cloisons ont explosé, tant dans les points de vue que dans la prise d'information. Et nous, en tant que médias, on doit être le reflet de tout ça. Donc les genres sur lesquels MTV est positionné, partant de la musique, se sont ouverts à la télé-réalité, au documentaire du réel, à la fiction, mais ça, à l'animation, etc. Est-ce qu'il y a aussi une expérience utilisateur qui a évolué ? De cette expérience monothématique qui a explosé, a suivi l'explosion du monocanal et du mono-écran. Il a fallu pouvoir pousser le contenu vers les utilisateurs à l'endroit où ils le désirent, pour qu'ils puissent en prendre le contrôle là où ça existe. Et donc on est rentré dans le domaine de l'interface, c'est-à-dire la capacité de créer des univers qui combinent à la fois une expérience utilisateur et une expérience de contenu, le tout avec un design et une fluidité qui permettent de prolonger l'univers au-delà de la télévision et surtout d'additionner les audiences ou d'additionner les taux d'engagement de la cible. Gilles. Oui, j'avais une question, parce que quand on parle de nouvelles expériences utilisateurs, il y a la notion de personnalisation, et Viacom est relativement en pointe. Je pense à MyNick Junior ou MyMTV, si je ne m'abuse. Et ce que je trouve assez frappant, c'est que justement, pour ces deux services personnalisés, vous travaillez sur les réseaux managés des opérateurs et non pas en OTT, comme vous pouvez le faire aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que la France n'est pas un marché pour l'OTT, avec 45% de foyers qui reçoivent la télé par le biais de la box? Non, mais aux États-Unis, on ne travaille pas principalement en mode OTT, on travaille principalement en mode réseau managé. Aujourd'hui, nos distributeurs naturels sont les opérateurs câbles, satellites, ADSL. C'est aussi ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, c'est-à-dire ceux qui peuvent utiliser l'OTT à l'intérieur de propositions commerciales managées. Qui peuvent être les mêmes d'ailleurs que les... Qui sont les mêmes, c'est pour ça qu'on les appelle simplement opérateurs virtuels par rapport à opérateurs classiques. Les Américains disent MVPDs et MVPD, VMVPD pour Virtual Operator. Donc on travaille principalement à travers les réseaux managés et avec ces opérateurs de réseaux managés, dont Canal, dont Numéricable, dont Orange ou autres, l'idée est de combiner le meilleur de la stabilité du débit et de la performance du débit, le meilleur de l'adressage et aussi de la personnalisation des abonnés, avec le meilleur de l'interfaçage contenu fondé sur notre expertise contenu en l'occurrence. Mais si je comprends bien la question de Gilles, et si je la prolonge, est-ce que finalement il pourrait y avoir une réflexion dans votre groupe de proposer une expérience à la Netflix? Finalement, c'est ça l'OTT, c'est de court-circuiter des réseaux de distribution classiques pour y aller en direct? Je vais laisser la parole après à Christian, mais on travaille d'abord avec nos clients historiques. Après, il est évident que dans le modèle aujourd'hui, vous avez dans le modèle de la distribution, vous avez le modèle de la distribution avec les opérateurs classiques, vous avez le modèle de la distribution avec les opérateurs OTT managés, on va dire, vous avez le modèle de la distribution avec les opérateurs OTT agrégateurs, qui souvent ne sont pas forcément content-friendly, comme on dit, et ensuite vous avez le modèle de la distribution directement vers l'utilisateur, sous forme d'app payante, distribuée via Google Play ou via iTunes. Nous, notre point de vue, c'est que ça peut être uniquement un complément de l'offre classique managée ou de l'offre OTT managée, de streaming managé des opérateurs historiques. Et c'est comme ça qu'on organise notre modèle. Christian, comment est-ce que vous voyez évoluer ce paysage? En tout cas, moi, je ne le vois pas dans une logique d'opposition entre tous ces acteurs. Il y a peu d'acteurs, finalement, de l'écosystème des médias dont je considère être réellement un concurrent.
Il y en a quelques-uns, on pourra en parler. Apple TV, par exemple, on considère que c'est probablement bien exécuté, mais effectivement, quand on regarde ce que essaie de faire Apple TV par rapport à l'ambition qu'a Orange sur les contenus, c'est effectivement des choses qui sont assez proches de ce qu'on veut faire. Mais les différents acteurs que vous avez cités là, nous, on travaille avec eux, on travaille avec tous. Et je dirais que et je pense que les autres opérateurs font des choses relativement similaires à notre approche. Nous, on est l'écrin qui permet de distribuer les contenus. C'est-à-dire, nous avons d'ailleurs des accords avec la quasi-totalité des acteurs de contenu, qu'ils viennent de l'OTT, qu'ils soient des acteurs américains, qu'ils soient des acteurs locaux, qu'ils soient des acteurs qui font du linéaire, du non-linéaire. Avec Orange, vous pouvez vous abonner à Canal+, vous pouvez vous abonner aux chaînes de Viacom, vous pouvez vous abonner à Netflix. Et tout ça, on l'intègre. Vous pouvez vous abonner à AfroStream, récemment, un service de SVOD destiné à la communauté noire. Donc tout ça, c'est très riche. Et c'est d'ailleurs, nous, notre conviction, c'est que c'est la richesse de l'offre qui fait à la fin sa qualité. Par contre, nous, on crée des environnements qui permettent aux consommateurs de naviguer, de ne pas être complètement perdu. Donc là arrivent les outils de recherche, les outils de navigation. On pourra parler peut-être, on a lancé un assistant vocal récemment qui permet d'interagir et de choisir son contenu de manière encore plus fluide. Donc ça, évidemment, nous, on pense qu'on a un rôle à organiser cet univers. Et après, on passe la main à l'éditeur, et l'éditeur, lui, il a un large espace pour développer sa créativité. C'est ce que fait Thierry avec ses chaînes, mais c'est également ce qu'on fait avec Netflix, puisque l'expérience de Netflix, on navigue dans l'univers d'Orange et les contenus de Netflix sont mis en avant, de même que ceux d'OCS et ceux de Canal+. Et puis après, quand on lance un contenu, on lance l'expérience de Netflix, et on est très à l'aise avec ça. Gilles. Est-ce que vous citiez Netflix, donc reprenons cet exemple-là, est-ce que ce type d'acteur OTT est aussi friendly avec vous en termes que les chaînes linéaires pour interfacer justement leur contenu, pour pouvoir rechercher leur contenu de manière fluide au sein des interfaces de l'opérateur? C'est un acteur américain qui a une vision globale, donc forcément, ils prennent le problème d'une manière un peu différente que les acteurs historiques. À l'envers, il faut reconnaître qu'ils amènent un niveau d'innovation qui est très élevé. Donc c'est aussi à nous à trouver un équilibre entre leur modèle et le nôtre. Donc vous dire qu'avec un acteur comme Netflix, il n'y a pas plus de traction qu'avec un autre, ce serait pas tout à fait exact. Néanmoins, on arrive à faire des choses avec Netflix, notamment l'accès à leurs données, les métadonnées, l'accès au moteur, à un moteur unifié qui permet de naviguer, y compris dans les contenus Netflix. Ce sont des choses qui arrivent. Et d'un point de vue économique, est-ce qu'ils vous versent autant que des acteurs plus historiques, ou est-ce qu'ils essaient de garder davantage le gâteau pour eux? C'est relativement similaire. Thierry a l'air de sourire. Dites-nous, Thierry, prenez le micro. Non, mais je pense que les relations commerciales entre Viacom et Orange sont ce qu'elles sont, comme elles sont au niveau de Netflix. Mais je souriais dans le sens où c'est vrai que Netflix arrive avec une offre qui est très globale et que donc la capacité, d'adaptation, de customisation, de prise en compte des goûts du public en local, de stickiness avec le public en local est beaucoup plus faible. C'est pas faire insulte à Netflix que de dire ça. Chez Netflix, que sur l'ensemble de nos médias. Et on l'a bien vu, et c'est un reproche qui est fait à Netflix sur le marché français, c'est celui d'avoir une offre de films qui est peut-être pas suffisamment dans le cycle du cinéma tel qu'il s'exprime en France ou tel qu'il est consommé en France. Mais c'est la logique d'un acteur global, et c'est son modèle, et c'est ce qui le rend aussi en même temps performant pour un opérateur comme Orange. C'est pour ça d'ailleurs qu'en termes de cinéma, aujourd'hui, les meilleures offres seront probablement à regarder ailleurs pour nos clients, par exemple du côté d'OCS ou même de Paramount Channel. Donc vous faites bien le job. C'est bien la variété. En tout cas, nous, si on se place du point de vue de nos clients, c'est-à-dire le client qui s'assoit dans son canapé, qui prend la télécommande d'un décodeur d'Orange, moi, ce que je souhaite, c'est lui offrir quelque chose qui soit le plus large possible, tout en étant relativement organisé. Et je reviens toujours à mon sujet de plaisir, de fluidité et aussi de largesse de l'offre. Alors, il y a quelque chose qu'on observe notamment aux États-Unis, mais ça a commencé en France, c'est le rapprochement tuyau-contenu, contenant-contenu. On vous trouve l'un et l'autre des représentants de ces industries. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché ? À toute évidence, c'est un marché qui bouge. Parce que Orange avait été échaudé à une époque par l'aventure contenu. Et j'ai l'impression que c'est à nouveau sur la table comme stratégie.
Je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire dans les prochains mois. En tout Bah cas, si, ce que je peux vous dire, il y a l'occasion. Bien sûr, on est complètement entre nous. Non, juste, on est déjà un acteur du contenu, y compris sur l'édition. Moi, je suis plutôt aujourd'hui le distributeur, mais dans le groupe Orange, vous avez OCS, vous l'avez cité tout à l'heure, qui est une chaîne de pay TV qui, ma foi, fait quand même très bien le job, qui a tous les contenus en exclusivité d'HBO en France. Moi, je trouve que... Et donc l'idée, c'est d'aller plus loin encore dans cette logique d'intégration. Je termine. On a OCS et puis on a le studio. On a un studio de cinéma qui aujourd'hui produit ou coproduit un grand nombre de films en France. Et ça, ce sont des actifs qui ont déjà beaucoup de valeur. Après, ce qu'on fera demain, on verra. On verra. En tout cas, non, mais est-ce que, on est alors, déjà je vais poser la question présent. différemment. Est-ce que le marché va aller davantage vers ça? Est-ce que c'est la logique de l'histoire? Je ne sais pas prédire le marché français. On peut que constater aux États-Unis que d'un point de vue capitalistique, il y a un certain nombre de mouvements qui se font. D'ailleurs, certains qui font parler. Le deal annoncé Time Warner ATT, il n'est pas, semble-t-il, complètement clos. Donc on peut que constater qu'il y a une tendance marché, un rapprochement de nouveau entre acteurs de l'édition de contenu et les acteurs télécoms au sens de la distribution. Donc vous regardez. On regarde rien du tout. Moi, Thierry. je ne sais pas où ça peut. Je ne peux prédire où sera le marché français dans quelques années. Ce que je peux vous dire, parce que ça a commencé en France avec SFR. Je ne commande pas ce que font nos concurrents. Aujourd'hui, si on fait une photographie à plat des actifs d'SFR dans le contenu et des actifs d'Orange dans le contenu, ou même au sens édition, Orange reste, avec OCS et le studio, un acteur significativement plus important que SFR dans l'univers de l'édition des contenus. Et dans la distribution sur le nombre des abonnés, je vous laisse compter, mais il n'y a encore pas complètement photo. Thierry. Ces mouvements comme Cast, NBC... AT&T, Time Warner, je pense que ça repose quand même aussi sur des paramètres très objectifs pour ces groupes industriels, qui est qu'aujourd'hui, tous les prix baissent, sauf le prix du contenu. Le coût d'accès à la technologie baisse tendanciellement, le coût d'accès au stockage baisse tendanciellement, le coût d'accès aux clients via le big data et le machine learning baisse tendanciellement, le coût d'accès au marketing baisse, via tout ce qui est CRM ou marketing direct. Et il y a aujourd'hui un seul maillon de la chaîne de valeur, média au sens large ou de distribution média, dont le prix ne baisse pas, c'est le prix du contenu. Et donc, si vous voulez, il est évident que ces opérateurs intégrés verticalement sur la chaîne de distribution, qui à un moment voient leur marge tendanciellement baisser du fait de la baisse tendancielle des sous-jacents qu'ils agrègent, ont tendance à se dire aïe aïe aïe, dans cette courbe de valeur, il y a quand même un acteur. Donc et pour un vous, c'est élément quand même le sens de l'histoire. Oui, donc c'est le sens de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que cet effet de ciseau entre toutes les variables qu'agrègent les opérateurs, y compris leur réseau, et la variable contenu, devient de plus en plus fort. Allez, Gilles. Je pense que c'est une explication. Non, mais elle est intéressante, et on la respecte en tant que telle. Une dernière question, Gilles. Oui, on s'est un peu éloigné de l'expérience utilisateur. Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là, pour nous ramener. Quand on parle d'expérience, de personnalisation, etc., on a derrière la notion de data, la donnée d'usage, les données de consommation. Et là, on a quand même un actif opérateur qui est essentiel. Et donc, peut-être pour conclure, une question pour Orange sur l'exploitation de ces données-là et vers quel type de service client derrière. C'est pas faux qu'on a quantité de données par rapport à d'autres acteurs économiques de la chaîne. Effectivement, nous avons en théorie accès à beaucoup de données. Mais nous avons d'abord des clients. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, notre président avait annoncé lors d'un Hello Show une charte de protection des données. Et en tout cas, pour nous, c'est un fil rouge majeur de ce qu'on peut faire sur ces sujets-là, qui est que nous sommes d'abord un opérateur de réseau et nous sommes d'abord un opérateur qui s'occupe de manière correcte de ses clients. Donc vous n'y touchez pas à ces données ? On y touche, évidemment, mais on y touche en y faisant... en prenant beaucoup de précautions, et tout ce qu'on pourrait être amené à faire dans les années à venir se fera dans des règles très clairement comprises par nos clients. Après, effectivement, pour ouvrir un peu sur des pistes, il y a des choses qu'on peut imaginer, notamment avec les acteurs de l'édition des contenus. Par exemple, en ce moment, avec TF1, nous avons un test en cours sur la publicité adressée sur le replay, où en fait, sur une population réduite de
nos abonnés, on est capable de faire du ciblage géographique qui permet à TF1 d'adresser des publicités selon des zones géographiques de la France sur leur replay. Donc ça, c'est des choses, ce sont des exemples effectivement qui, bien mis en œuvre et bien compris par nos clients, permettent de dégager pour TF1 et donc pour nous de la valeur additionnelle. Et pourquoi pas même pour le client, ça fait quand même du sens d'avoir de la publicité qui correspond à sa région. Donc on est plutôt dans des cas qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Ok, allez, rapidement, Thierry, la data. Il est évident qu'aujourd'hui, on gère de plus en plus de la data abonnée, y compris de la data abonnée Orange, et que pour moi, il est beaucoup plus performant d'adresser directement mon parc de télévision payante en one-to-one, y compris sur les parcs abonnés d'Orange, que d'aller faire de la couverture anonyme via des chaînes de télévision aussi puissantes soient-elles. Donc on va vers ça. Clairement. Merci messieurs pour ces explications. À bientôt pour la suite de l'histoire. On continue, nous, de notre côté, avec les tables rondes et des petites pastilles qui vous rappellent les grands moments de ces 15 dernières années. Célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? Vous êtes sorti il y a 5 minutes. Premières impressions. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est plus beau que mes rêves et je vous embrasse vraiment tous très très fort. Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais attention, les défis sont de taille. Les manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6. Story qui déchaîne les passions. La polémique grandit, le CSA n'a pas pris de sanctions, vous avez émis des réserves. Parce que souvent les images qui sont montrées sont parfois caricaturées. Allô? Je sais pas, vous me recevez? So, we looked at this and studied all these, and that's where we want to be. That is where we want to be. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. La naissance d'un géant de la communication, la CGE absorbe Havas et son PDG Jean-Marie Messier est devenu aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants de France. Pierre Lescure, lui, a des mots très durs pour le dirigeant de Vivendi. Je suis effaré par le mépris de Jean-Marie Messier pour l'esprit et la règle des engagements. La Générale qui affiche son ambition, adosser sa filiale téléphonie CGTEL à Havas pour devenir un groupe de communication apte à jouer un jour dans la cour des grands tels que Time Warner. La seule solution que l'industrie française de la communication existe, c'est de réunir les compétences, toutes les compétences nécessaires, celles des télécoms avec CGTEL, celles de l'édition avec Havas, celles des images avec Canal+. Notre stratégie, c'est de constituer la Dream Team à la française dans les métiers de la communication. Un homme que les salariés de Canal+ conspuent et qui cette fois ne trouvera pas de soutien au gouvernement. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Les sourires conquérants, c'est fini. Jean-Marie Messier quitte son fauteuil de président de Vivendi Universal.
Nous sommes toujours en live donc, du colloque NPA Le Figaro. Quelle publicité demain? Voilà ce qui va animer cette table ronde aujourd'hui. Je suis avec Nicolas Mignot, Country Manager France Benelux Moyen-Orient de Sticky Ads. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et à vos côtés Jean-Luc Chétrid, donc vous êtes président de Cara, mais également président de l'UDECAM. Merci d'être avec nous et bonjour. Merci de m'inviter, bonjour. À mes côtés Xavier Campo, donc, qui a déjà animé plusieurs tables rondes ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant chez NPA Conseil. Quelle publicité demain? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Première question. Le monde de la publicité se dessine de plus en plus, il est de plus en plus complexe, on a du mal à identifier les différents acteurs sur la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous situez du coup dans ce monde de la publicité? Je ne sais pas si vous voulez commencer, mais les agences médias, elles ont un rôle très simple, c'est d'opérer au service de leurs annonceurs, qui sont leurs clients exclusifs, leur campagne de communication. Et donc de travailler avec l'ensemble des prestataires qui aujourd'hui peuvent fournir des opportunités pour les marques de parler avec leur public. Voilà. Donc notre rôle est assez simple dans cette chaîne. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais je ne pense pas qu'il faille... souvent quand on dit ça, on pense que ça veut dire que c'est opaque, trop complexe, etc. Je ne crois pas du tout. Je crois simplement que plus il y a de data, plus il y a de capacité à envoyer un message presque individuel à chacune des personnes qu'on va cibler, et bien plus forcément il y a d'acteurs pour le permettre. Alors on va justement parler de la publicité ciblée, mais tout d'abord donc Sticky Ads, où est-ce que vous vous situez donc sur cette chaîne? Alors, je rebondis sur ce que disait Jean-Luc. Tout simplement, les marques ont besoin d'exister et d'être présentes auprès de leur public, donc d'utiliser des médias, des diffuseurs. Nous, on est au service des diffuseurs, vidéo en l'occurrence. Sticky Ads et Freewheel, qui nous a racheté il y a peu de temps, c'est un ensemble de technologies qui permettent d'adresser tous les business models que les diffuseurs ont auprès de leurs annonceurs, des agences pour lesquelles elles travaillent. Donc on leur permet de gérer toute la vidéo, que ce soit en vente directe ou en programmatique, avec un ensemble de technologies. Pour faire simple, on a un ad serveur et un SSP. Il y a un tout petit peu de jargon, mais... un petit peu de jargon technique. Et c'est ça la tendance aujourd'hui, c'est une publicité de plus en plus ciblée, la publicité qui va le correspondre le mieux à chaque auditeur ou à chaque internaute? Alors c'est une des tendances. Je crois qu'il faut quand même essayer de redonner un tout petit peu plus de perspective à tout ça, parce que la publicité ciblée, c'est un des éléments de la transformation. Maintenant, la publicité, elle est aussi plus interactive qu'elle n'a été par le passé, c'est-à-dire qu'on a une capacité à agir. Éventuellement, la publicité, elle est devenue shoppable, hein, c'est-à-dire qu'on peut acheter. Donc le moment de l'engagement publicitaire et le moment de la transformation se rapprochent. La publicité, elle est de plus en plus sociale, donc il faut aussi regarder ce développement des réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux d'un point de vue aussi publicitaire, c'est-à-dire que le message était top-down, il est beaucoup plus un message maintenant qu'on partage. Voilà, il y a un certain nombre de transformations, c'est assez incroyable de voir en effet entre la publicité des années 60 et celle d'aujourd'hui, et celle des années qui arrivent, une profonde transformation de l'ensemble de l'écosystème. Et justement, on parlait de publicité sociale. Est-ce que la publicité n'a pas de plus en plus de concurrents, et je pense notamment aux influenceurs et aux leaders d'opinion? Est-ce que finalement, il n'y a pas un danger de voir soit les gens, soit la recommandation sociale prendre le pas sur la pub, finalement, sur la pub classique, ou alors de voir ces leaders d'opinion prendre le pas sur la pub? Bon, écoutez, moi je ne crois pas que ça soit une concurrence. Pourquoi c'est pas une concurrence? C'est que finalement, le message publicitaire exprimé par un influenceur, c'est un message publicitaire aussi. Il prend une nouvelle forme qui, là où on était dans le format classique du 30 secondes, eh bien, on va faire appel à un influenceur, un YouTuber, et il va prendre cette marque, il va prendre la marque, le message, et il va le transformer d'une manière créative qui va être beaucoup plus adaptée aux canaux de distribution et de diffusion dans lesquels il s'exprime. Donc la publicité, c'était 30 secondes. Sur YouTube, ça peut être 1 minute 30. Ça peut être diffusé par la marque directement ou par quelqu'un d'autre, voire même, et c'est encore mieux, quand c'est un internaute lui-même qui décide de vous pousser cette publicité parce que il pense qu'elle est pertinente pour vous. C'est vrai sur YouTube, c'est vrai sur Facebook, c'est vrai sur beaucoup de plateformes qui le permettent. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence, mais plus différents moyens, finalement, de parler au public.
Je pense que c'est une vraie complémentarité. En fait, l'idée, c'est qu'on a connu le média de masse avec des très gros diffuseurs et puis d'un côté, et puis des très grands annonceurs, et finalement une forme de tension sur le média qui s'est créée. Aujourd'hui, quand vous regardez en vidéo en particulier, on recherche principalement des programmes intéressants, le plus long possible, engageants. Et ça crée une forme de rareté. La deuxième rareté, c'est que côté annonceur, on s'attend à des performances précises. Donc on ajoute beaucoup de tension sur ce modèle. Aujourd'hui, quand vous faites appel à un influenceur, c'est une autre idée d'adresser la publicité, on réfléchit à une expérience utilisateur, on réfléchit à la façon dont l'audience interagit avec le format. Et nous, c'est quelque chose qu'on développe énormément parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut résoudre une équation qui comprend des objectifs d'éditeurs, de médias, des objectifs annonceurs et une expérience utilisateur. Et ce point-là, c'est ce qu'on a le plus négligé. Donc aujourd'hui, on développe, à travers la technologie ou à travers des nouveaux formats, des moyens d'améliorer ce point et finalement d'étendre à plus de points de diffusion les messages des marques. Et justement, en parlant de points de diffusion, est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi vers l'omnicanalité? Quand est-ce qu'on va avoir des pubs qui vont pas éviter des doubles expositions parce qu'on est bombardé de pubs à l'extérieur, sur le digital, à la télé? Quand est-ce qu'on va arriver un jour, est-ce que c'est un vœu, d'arriver à quelque chose de vraiment coordonné ou pas? Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a une augmentation du nombre de contacts entre les gens et les marques. Dans une journée, 43 contacts publicitaires, 350 messages publicitaires. Ça fait beaucoup. Et donc, émerger est déjà une première question. Et ensuite, avoir cette capacité à caper éventuellement le nombre de contacts en est une autre. Le programmatique, d'une certaine façon, va le permettre, puisque là où je peux évidemment difficilement caper si j'envoie de manière exclusive en silo les messages. Si j'ai des plateformes qui peuvent les diffuser, on comprend assez naturellement que c'est beaucoup plus simple de pouvoir compter le nombre de messages auxquels je suis confronté. Donc les plateformes, le programmatique est une des solutions pour ce capping. On le fait d'ailleurs, si je prends l'exemple de Dentsu Aegis, on vient de le faire avec une offre qu'on appelle Upfront sur la catch-up. Parce que la catch-up, on pouvait se retrouver en pré-roll à voir 15 fois la même publicité. C'est pas forcément très pertinent. 4 fois peut-être suffisant sur certains messages publicitaires. D'où le fait d'acheter la catch-up en plateforme et de pouvoir ensuite caper les contacts. Et donc, ce qui nécessite forcément de connaître de plus en plus en fait, l'utilisateur final ou la personne à qui on va adresser la publicité pour éviter qu'il ait 2 fois cette même publicité. C'est un point de passage obligé. Il faut connaître l'utilisateur, il faut l'avoir identifié au moins une fois et savoir ne pas lui adresser tout le temps les mêmes messages. Ça, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est surtout rapprocher les technologies. Donc, aujourd'hui, Sticky a été racheté par Freewheel, il y a quelques mois déjà. Et le but numéro 1 de cette opération, c'est ça. C'est de mieux adresser les publicités en vidéo sur tous les canaux, toutes les devices qui sont digitales. Et effectivement, c'est un vrai problème. On travaille dessus quotidiennement pour résoudre ce problème. On veut arriver à un résultat où une chaîne va diffuser correctement l'ensemble de ses publicités dans pardon encore une fois pour le jargon, dans un pod, autrement dit dans un écran, c'est le nom classique qu'on donne en télé, l'adresser correctement, pousser correctement, ne pas mettre un Pepsi et un Coca ensemble, etc. etc. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1 de notre rapprochement et faire mieux les choses. Le programmatique le permet à condition de pouvoir parler correctement avec l'ad-serveur du diffuseur de la chaîne de télévision. Et ça, c'est particulièrement ce qu'on traite aujourd'hui avec nos clients. C'est sur une plateforme comme Sticky Ads, c'est combien de critères que vous gérez au maximum, que vous avez été amené à gérer en termes de data qui arrive? Combien de critères différents? C'est plusieurs terras qui s'écrivent tous les jours, toutes les heures. C'est des milliards de requêtes qui arrivent tous les jours sur la plateforme. C'est juste gigantesque. Mais tout n'est pas géré par nous. Nous, on fournit un logiciel SaaS qui permet aux broadcasters, aux telcos, d'adresser eux-mêmes leurs besoins en termes de publicité, leurs canaux de vente. Donc, on ne peut pas tout mettre ensemble. Ce sont des espaces réservés, privés, qui permettent à chacun
d'adresser une stratégie commerciale. Voilà. Mais potentiellement, en data, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on connecte les data management platforms de nos clients, donc leurs espaces de qualification sont connectés à la plateforme pour pouvoir vendre correctement une femme, un homme. Et il faut aller encore plus loin, parce que on en parlait en aparté, on n'est pas juste sur des critères sociodémos pour que la publicité fonctionne correctement. Il faut aller au-delà de ça et trouver encore d'autres moyens de toujours améliorer l'expérience utilisateur. Et du coup, on joue sur combien de critères? Enfin, un annonceur joue sur combien de critères au maximum ou en moyenne? Après, bon, l'âge, le sexe, la CSP, il va aller fouiller plus loin. C'est quoi, 5, 6, 10 je vais faire une réponse très générique. Pour cibler, quoi. Une campagne, on peut la gérer sur une cinquantaine de critères. C'est gigantesque. On part de la géographie pour descendre vers potentiellement des points de data qui sont complètement sur mesure. Si je veux trouver des gens qui, dans telle région, ont un chien rouge, là, n'importe quel critère, c'est faisable. C'est faisable. Du moment que la data va permettre de diffuser, on peut le faire. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'estimer le taux de transformation d'une publicité ciblée sur quelqu'un qui va la recevoir, justement ? Bon, alors il y a deux choses à bien considérer. Il y a le retour sur investissement immédiat et il y a le retour sur investissement à plus long terme. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la publicité, ça n'a pas qu'un effet immédiat. Ce n'est pas parce que je vois un message publicitaire tout de suite que j'ai une envie immédiate d'acheter une bouteille de champagne. Voilà. Donc, la mesure immédiate, c'est souvent le cas pour des business qui sont très héroïstes ou qui sont en transformation immédiate. Bon. Donc on peut, et on a des modèles d'analyse, de contribution qui sont de plus en plus fins et qui permettent de voir un effet immédiat. Est-ce qu'on peut juste donner un exemple de business héroïste, par exemple une vente le voyage, par exemple. Une vente de chaussures ou autre, les gens en ligne, voilà, le e-commerce. Il y a des métiers sur lesquels on peut assez rapidement voir l'effet sur la transformation. Maintenant, quand je parle de produits de grande consommation, n'allez pas immédiatement, même si ça commence à arriver, je disais la publicité devient shoppable, c'est-à-dire qu'il y a des startups, des gens comme Swaven par exemple, qui créent des filtres qui permettent sur une vidéo diffusée sur une marque de grande consommation de permettre de trouver où le produit est disponible pour éventuellement l'acheter. Donc il y a évidemment un élément de transformation, mais l'effet majeur reste encore celui de la présence à l'esprit, de la préférence de marque qui va générer l'achat. Et ça se mesure sur des modèles qu'on appelle, un peu de jargon aussi, des modèles économétriques, qui vont permettre de manière statistiquement fiable de mesurer quel est l'effet de chacun des points de contact sur la transformation. On est plus dans des modèles complexes. Les modèles plus simples, avec effet immédiat sur vente, ils existent, mais il faut juste bien avoir conscience que le travail publicitaire, parce qu'on est là pour parler de la publicité de demain, reste encore un travail de préférence de marque, de construction de l'image de marque, avant d'être un travail immédiat de transformation et d'achat. Et alors justement sur la publicité de demain, donc on a eu, on a évoqué plusieurs termes de jargon technique ou technologique. C'est vrai que sur Internet, en fait, le métier de la publicité s'est transformé. Il y a des nouvelles techniques qui sont apparues, des nouvelles façons de faire. Est-ce qu'on va voir demain ces techniques de l'Internet revenir dans la réalité, si je puis le dire ainsi, mais revenir sur la télévision traditionnelle ou revenir sur l'affichage traditionnel ? Moi, je crois que c'est déjà le cas. D'abord, n'oublions pas que la télévision est numérique. Donc, elle était, et j'entendais tout à l'heure Fabienne Dulac expliquer que 45% des foyers français la consomment sur une box. Donc, évidemment, il y a une capacité déjà à pouvoir cibler mieux les publics. Il y a des solutions, d'ailleurs, Orange a lancé une initiative pour faire de la géolocalisation avec TF1. Il y a des technologies d'ad shifting qui permettent d'envoyer un message différent en fonction de qui est derrière l'écran. Il y a des gens comme aux États-Unis, ça s'appelle Grace Note, qui le font aussi. Je veux dire, il y a déjà pas mal d'initiatives. Alors, c'est émergent. 95% encore de la publicité en télévision est vendue de manière traditionnelle. Une partie du développement va dépendre aussi du régulateur qui est un peu frileux sur ces sujets et qui a tendance un peu à bloquer la capacité à faire de la publicité programmatique en télévision, ce qui est forcément possible, la technologie le permet. Et en affichage, on pourrait en reparler, le nombre d'écrans
digitaux, de grands écrans d'ailleurs, dans les réseaux est en train de progresser très fort. Et là aussi, on peut avoir tout à fait des solutions actionnables. On ne fera pas de l'achat en temps réel, mais on sera très proche en tout cas des solutions qu'on utilise en numérique. On étudie des solutions de quasi-réel, parce que il y a un très gros problème, en tout cas dans notre métier à nous, la vidéo, c'est que ce sont des créas qui sont plutôt lourdes, techniquement parlant, en termes de poids. Ce sont parfois des créas haute définition. Donc nous, en programmatique, en ad serving également, on adresse de l'IPTV, donc la télévision sur box. On a réfléchi à des projets d'affichage extérieur également. Il y a toujours des petites contraintes créatives qui sont là, et puis des contraintes de bande passante. Donc notre but, c'est de les franchir, d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez quotidiennement de l'achat et de la vente programmatique sur IPTV, quotidiennement, sur quasiment toutes les chaînes. On adresse tout ça, c'est en train d'arriver. Les écrans sont multiples, ça fait partie de l'expérience qu'on doit améliorer ensemble. On doit travailler sur l'utilisateur, sur ses écrans, sur ces différents moments de la vie, de la journée, qui permettent de mieux adresser les messages publicitaires. Une dernière question qui élargit un petit peu le débat. De plus en plus d'acteurs dans la publicité parlent d'un flou qui existerait de plus en plus entre marques et médias, et des marques qui créeraient de plus en plus de contenu pour leurs utilisateurs ou pour leurs auditeurs, si je peux m'exprimer ainsi, pour les engager. Est-ce qu'on parle de publicité dans ces cas-là, ou est-ce qu'on parle de communication, ou est-ce qu'on parle d'une nouvelle chose, de quelque chose d'hybride qui existe ? Bon, alors c'est toujours ces termes de brand content, par exemple, qui étaient là, créés aux États-Unis. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez Procter. Procter a été un de ceux. On n'invente rien, on ne fait que réinventer dans ce métier. Les soap-opéras, la création de contenu autour des programmes, le CRM, qui déjà était une forme de création de contenu pour des publics, pour ces publics. Tout ça existait déjà, ça se développe forcément puisque, comme on l'évoquait, le nombre de circuits et de moyens de toucher les publics a augmenté, et donc il faut créer des contenus qui soient adaptés à ces marques. Maintenant, il me semble que ceux qui ont le meilleur savoir-faire pour créer des contenus restent encore les médias. Donc les marques, elles ont encore tout intérêt à s'associer à des grandes marques médias, et quand les marques médias et les grandes marques s'associent, heureusement pour les marques médias, et finalement heureusement pour les marques, parce que j'ai des clients qui me le disent, heureusement qu'il y a des grandes marques médias très fortes pour que mes marques puissent grandir, puissent se développer, puissent être connues. On oublie parfois que les grandes marques, les marques de Kellogg's et d'autres grands groupes, se sont créées parce qu'il y avait des médias de masse. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles peuvent créer du contenu, mais elles ne remplacent pas les médias de masse. Merci beaucoup Jean-Luc Chétrit et Nicolas Mignot. Merci beaucoup Xavier également. Merci à vous de nous avoir suivis, et restez en direct avec nous puisque la journée n'est pas encore finie. Les 15 dernières années et les 15 prochaines, finalement, on est dans un grand mouvement. Donc je ne saurais pas dire qu'est-ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui est en train d'avoir lieu, qu'est-ce qui va avoir lieu. Ce qui est certain, c'est que les médias, les agences, les entreprises qu'on appelait dans le temps des annonceurs ont besoin d'inventer une nouvelle économie ensemble. Tout le monde a besoin l'un de l'autre. Les médias sont évidemment absolument indispensables à la démocratie, mais aussi au business et à la vie en société. Les clients qui peuvent éventuellement faire rentrer de l'argent dans ce circuit sont indispensables au bon fonctionnement économique, et les agences sont des intermédiaires nécessaires pour créer des contenus différents et probablement faire des arbitrages financiers pour que tout ça soit un marché efficace. Maintenant, comment ça se faisait avant ?
ne se fait plus aujourd'hui et comment ça va se faire demain reste à inventer. Et c'est pour ça que ce colloque est passionnant parce qu'aujourd'hui, on a besoin les trois angles de ce triangle mouvant ont besoin d'un temps permanence en interaction pour inventer l'économie des médias de demain. Lab, c'est une société qui fait de la motion capture et qui est un lab, donc on fait beaucoup d'innovation, on est beaucoup dans la recherche et développement. Et donc la motion capture, c'est le jeu vidéo, c'est le cinéma et c'est aussi des nouvelles directions comme on fait des choses artistiques, on fait des choses pour la science et aussi des applications numériques pour l'apprentissage. Donc c'est un domaine très large. Une manière de comprendre un peu notre domaine, c'est de nous comparer à des ingénieurs du son. On fait du mouvement, on est ingénieur du mouvement. Il y a des ingénieurs du son, ils font du son. Et le marché du mouvement, c'est un marché qui est, qui est assez nouveau par rapport au son. Et il y a énormément de choses à faire parce que ça se retrouve dans tous les domaines, voilà, jeux vidéo, cinéma, mais toutes les sciences, toute la musique, tout le sport, il y a du mouvement partout. Donc c'est extrêmement vaste et on est un peu les premiers à avoir vraiment creusé ce filon-là. Parce que ça fait 22-23 ans que je fais ce métier-là et ce métier-là n'existait pas il y a 25 ans. Non, donc effectivement, pour nous, le vrai pas en avant, enfin, l'événement marquant sur les 15 dernières années, c'est vraiment le fait que maintenant, la 3D, du temps réel en 3D, là, une petite application comme ça, dans Unity, on va sortir de l'image 2D. Enfin, la 2D, on a eu le relief, et maintenant la 3D, c'est vraiment l'immersion dans un monde 3D, avec les casques, avec tout ça, c'est vraiment un pas en avant, enfin, c'est un vrai changement. Et alors ça c'est une appli qu'on a développée. Donc nous, dans le mouvement, il y a un Graal, enfin il y a la danse, il y a le sport, mais la langue des signes, il y a des gens qui parlent en se servant du mouvement, ils parlent comme vous et moi. Enfin, il y a un registre, une capacité d'expression qui est aussi riche que la langue parlée. Et donc on a enregistré les mouvements sur un prof de langue des signes, et on l'a mis sur des avatars. Alors l'idée c'est de faire une application, voilà, ça c'est plutôt lui au départ, et on peut transférer le mouvement sur des avatars différents. Alors aujourd'hui, nous sommes donc une école spécialisée dans tous les métiers de l'image et je viens présenter ici deux choses. La première, c'est notre labo Ergo Design qui en fait consiste à pouvoir faire des études d'utilisateurs auprès d'utilisateurs d'interfaces numériques et voir si l'interface numérique est ergonomique, c'est-à-dire si elle Alors, je vais vous parler aujourd'hui du numérique sous l'angle du droit de la concurrence. Et, au terme d'à peine un mois d'exercice comme présidente de l'autorité de la concurrence, donc ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, ce sont plutôt des pistes d'action que des constats définitifs. Alors, le sujet du numérique et du droit de la concurrence, j'ai tout d'abord indiqué lorsque je suis arrivée dans mes fonctions au sein de l'autorité de la concurrence qu'il me semblait prioritaire, alors pour une raison très simple. Tout d'abord parce que le numérique en tant que tel est un secteur de l'économie particulièrement dynamique et central pour l'économie française, européenne et mondiale.
mais aussi pour ce que je qualifierais d'effet structurant du numérique pour tous les secteurs de l'économie. Et j'en donnerai certains exemples au cours de mon exposé. Je reviendrai tout à l'heure, par exemple, sur le cas des taxis et VTC qui a beaucoup occupé l'autorité de la concurrence dans les années récentes. On est face à un secteur du transport assez traditionnel, les taxis, qui fait face à l'émergence d'un acteur Uber ou les autres VTC liés à l'apparition d'applications dédiées sur les smartphones. Donc on voit que le numérique n'est pas limité aux plateformes numériques et aux pure players en tant que tels. Alors, je vais aborder aujourd'hui avec vous 3 points. Tout d'abord, de façon générale, comment se présente la problématique du numérique du point de vue du droit de la concurrence. Quels sont les outils spécifiques que l'autorité peut développer à cet égard? Est-ce qu'elle doit pratiquer différemment de la manière dont elle prend en compte les préoccupations de concurrence dans les secteurs plus traditionnels? Et puis je terminerai par quelques dossiers qui sont à venir pour l'année 2016-2017 en vous indiquant quelques échéances qui me paraissent importantes pour les mois à venir. Alors, si on souhaite parler de numérique et de régulation, en élargissant un tout petit peu au-delà de la question de la concurrence qui m'intéresse plus particulièrement, si on se reporte un petit peu en arrière sur les 15 dernières années, puisque l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est les 15 ans de l'exercice par NPA de sa mission de veille sur ces questions, le premier constat, c'est que les préoccupations qui étaient très vives à un moment donné, elles ont évolué en permanence. Alors, j'en donne quelques exemples. En 99-2000, lorsque j'ai eu à traiter ces questions, alors que j'étais alors au ministère de la Culture et de la Communication, la préoccupation dominante, c'était la régulation des contenus. On se demandait, est-ce qu'il fallait développer un droit spécial pour Internet? Est-ce qu'on devait appliquer le droit commun au réseau numérique? On se préoccupait beaucoup de la circulation des messages de haine, des messages racistes sur Internet, des questions de pédophilie ou encore du droit d'auteur. Alors, au même moment, on se posait la question de savoir comment les systèmes traditionnels économiques et juridiques pouvaient s'adapter au numérique. J'avais par exemple suivi à cette époque la question du droit d'auteur des journalistes et on a eu à traiter de façon très concrète avec les éditeurs et les journalistes le point de savoir comment les journalistes seraient rémunérés additionnellement ou non pour l'utilisation de leurs articles écrits pour un support papier lorsque ces articles étaient réutilisés sur Internet. C'est maintenant des choses qui sont tout à fait rentrées dans les mœurs, mais à l'époque, c'était un débat assez vif. Autre sujet qui était toujours lié au contenu, la question du piratage, du droit d'auteur, du téléchargement. Puis on a vu émerger une préoccupation différente qui était celui de la protection des données personnelles. Beaucoup d'autorités se sont interrogées sur les questions des personnes habilitées à collecter les données, quel était le régime légal applicable, est-ce que la loi CNIL ou les instruments européens étaient suffisants, quels étaient les garde-fous qui étaient disponibles et quels étaient les usages conformes de ces données personnelles. On voit aujourd'hui avec le débat sur le décret dont on parle beaucoup que ce débat est toujours vif. Puis, et on se rapproche de la question de la concurrence, on a vu émerger des préoccupations dominantes plus économiques et fiscales. Le débat, vous vous en rappelez sans doute, il y a quelques années, sur les revenus fiscaux et la territorialité des recettes fiscales en lien avec les stratégies d'optimisation fiscale de plateformes numériques ou de grands acteurs numériques comme Google et Apple. Le cas qui s'est illustré récemment, des arrangements fiscaux particuliers consentis à certains grands groupes et la question de la matérialisation de la valeur sur différents États et des revenus qui pouvaient en découler pour les États nationaux. Dans la période la plus récente, on en est venu à s'interroger même s'il était possible de réguler ces acteurs devenus tellement gigantesques et puissants qu'on pouvait avoir le sentiment que ces acteurs étaient finalement plus puissants que les États et que les autorités administratives en place et que celles-ci n'avaient plus les moyens de les réguler. Et je crois que ça nous amène véritablement à la question que je souhaitais aborder aujourd'hui. Alors, au-delà de ces problématiques sur les contenus puis sur les systèmes de régulation, il me semble qu'il y a eu des constantes dans cette interrogation sur la régulation en lien avec le numérique. Première constante, on s'interroge régulièrement sur le point de savoir s'il faut une régulation spécifique.
Doit-on adopter des outils juridiques nouveaux ou bien doit-on appliquer les outils traditionnels? Deuxième question très forte, est-ce que la régulation en place, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'il faut la doter de moyens différents ou bien est-ce qu'on peut considérer qu'elle remplit sa mission? Enfin, troisième type d'interrogation, qui est le bon acteur pour réguler? Est-ce que c'est l'échelon national? Est-ce que c'est l'échelon européen? Est-ce que c'est un échelon mondial à définir? Ces interrogations restent tout à fait vivaces aujourd'hui. Alors, pour en venir au droit de la concurrence qui est celui dont j'ai la charge aujourd'hui, je crois que la situation est plus simple que dans d'autres domaines, puisque le bilan qu'on peut tracer en 2016, c'est que le droit de la concurrence tel qu'il est aujourd'hui formulé, il est parfaitement applicable au sujet du numérique et d'Internet, et donc on n'a pas de souci en termes d'adaptation du droit. Ça, c'est une première satisfaction. Alors, j'en viens à une deuxième question qui me concerne plus directement, c'est est-ce que l'autorité de la concurrence, telle qu'elle est aujourd'hui définie par la loi, dispose de moyens suffisants pour traiter des sujets numériques qui lui appartiennent en propre? Alors, ça me conduit à mon deuxième point qui est comment est-ce que l'autorité de la concurrence traite des sujets numériques et est-ce qu'elle a développé des outils nouveaux pour traiter ces sujets? Alors, on peut aujourd'hui répondre positivement. J'aurais deux types de réponses à cette question. D'une part, les concepts généraux du droit de la concurrence sont parfaitement applicables au numérique et donc ils sont opératoires, ce qui est une première satisfaction. Je vous en donnerai deux exemples. La question des données, sur lesquelles il y a eu beaucoup d'études de concurrence et je vais y revenir. Eh bien, on est face à la problématique des données sur quelque chose de très connu en droit de la concurrence. Alors, pour citer par exemple le cas des ententes, une entente est fondée sur un échange d'informations et plus généralement, depuis de multiples années, lorsque nous nous prononçons sur des opérations de concentration, nous prenons en compte la valeur des échanges d'informations et des informations que possède une entreprise. Donc, quand on parle de big data, finalement, ce n'est que la transposition au niveau numérique de la valeur cruciale des informations. Donc, nous sommes en terrain connu. Deuxième concept qui est tout à fait connu en droit de la concurrence et qui est au cœur des problématiques numériques, ce sont les effets de réseau. Donc, dans toutes leurs dimensions, les effets de réseau directs et indirects, qui sont évidemment tout à fait fondamentaux pour le pouvoir de marché des plateformes. Alors, au-delà de cet aspect un petit peu constant et satisfaisant de la prise en compte du droit de la concurrence, je tiens aussi à souligner que l'autorité de la concurrence, comme d'autres autorités autour d'elle, a su développer des outils qui sont spécifiquement adaptés aux problématiques du numérique, et je voudrais vous en donner quelques exemples. Alors, je citerai tout d'abord le cas des concentrations, puisque comme vous le savez, l'autorité de la concurrence, elle a trois grands domaines d'intervention: les concentrations, la répression des pratiques anticoncurrentielles et un rôle plus général de réflexion sous la forme d'avis. En matière de concentration, nous avons eu à nous prononcer très récemment sur le rapprochement entre Fnac et Darty. Donc, on était face à deux acteurs venus du monde physique, donc de la vente en magasin de toute une série de produits que vous connaissez et qui avaient développé par ailleurs depuis plusieurs années la vente en ligne. Et à l'occasion de cette opération de concentration, nous avons pour la première fois en Europe fait évoluer le cadre conceptuel d'analyse, qui est un cadre largement partagé par toutes les autorités européennes, et de la façon suivante. Lorsque l'autorité doit se prononcer pour savoir si deux entreprises peuvent se rapprocher, elle doit déterminer si celles-ci, une fois rapprochées localement, n'auront pas un pouvoir de marché excessif. C'est ce qui nous a conduit, par exemple, dans la grande distribution, à demander, pour autoriser un rapprochement entre grandes enseignes, à tel ou tel, de vendre des magasins, notamment dans le cas de la distribution à Paris. Vous avez suivi cette affaire. Alors, pour en revenir à Fnac et Darty, les marchés qui posaient difficulté étaient ceux des produits électroniques gris et bruns. Donc, en clair, il s'agissait des produits électroniques informatiques et des télévisions. Puisque sur certains marchés sur le territoire français, Fnac et Darty approchaient assez dangereusement du cap au-delà duquel nous estimons qu'il y a une préoccupation de concurrence sérieuse. Mais le cas qui s'est présenté, qui était un petit peu nouveau, c'est que la partie notifiante, qui était Fnac, nous a proposé à l'occasion de cette affaire de modifier notre façon de raisonner pour intégrer pour la première